Je m'appelle Chloé Martin, j'ai 30 ans, et j'utilise des béquilles depuis un accident de voiture qui m'a laissé avec une lésion de la colonne vertébrale. Ce jour-là, lors du barbecue d'anniversaire de mon père dans notre jardin en banlieue parisienne, mon monde a basculé. Ma sœur a attrapé ma béquille en plein mouvement, hurlant « Arrête de faire semblant, Chloé, tu ne fais que t'accrocher aux aides. » Je me suis écrasée sur l'herbe, le visage brûlant de honte tandis que mes proches éclataient de rire. Quelques cousins ont sorti leur téléphone, filmant ma chute comme si c'était un numéro de cirque. Leurs yeux moqueurs piquaient plus que le sol. J'ai croisé le regard de ma sœur, ce même plissement de suspicion que j'avais vu pendant des années, que je n'avais jamais vraiment compris. Ma meilleure amie, qui a été à mes côtés à chaque séance de thérapie, est restée figée, la main sur la bouche. Je voulais crier pour expliquer ma condition, mais les moqueries de la foule ont noyé mes pensées. La piqûre de la trahison a frappé fort, non seulement de ma sœur, mais de tous ceux qui ont ri avec elle. J'avais déjà fait face à des doutes, mais jamais comme ça. Pas devant la famille, pas si publiquement. Ce qui faisait le plus mal était de savoir que quelqu'un regardait, quelqu'un qui connaissait la vérité. Et bientôt, 6 mots allaient renverser ce cauchemar, laissant tout le monde sans voix. Avez-vous déjà été trahi par votre famille? Ressenti leur jugement vous blesser plus que des mots? Laissez un commentaire et partagez votre histoire. J'adorerais savoir comment vous avez affronté ces moments. Restez connectés car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Le jardin bourdonnait de rire et de fumée de grillades. Les enfants couraient entre les tables de pique-nique, leurs cris se mêlant au grésillement des saucisses. Ma sœur se tenait au centre de la pelouse, sa voix coupant le bavardage comme un couteau. Chloé fait semblant de son handicap pour profiter de l'argent de maman et papa, déclara-t-elle en me pointant du doigt. C'est moi qui suis coincée à m'occuper d'eux pendant qu'elle joue les victimes. Ces mots frappèrent comme une gifle et les têtes se tournèrent, les proches murmurant. Ma tante, le téléphone levé, enregistrait chaque seconde, son sourire à peine dissimulé. Ma cousine Jeanne, toujours prompte à suivre ma sœur, laissa échapper un rire aigu, l'encourageant. Un autre cousin, Antoine, intervint, je l'ai vu marcher à la clinique, sans béquille, juste en se tenant au mur. Mon estomac se tordit. Antoine m'avait aperçu lors d'une séance de thérapie, luttant pour garder l'équilibre pendant quelques secondes, pas en marchant. J'ouvris la bouche pour expliquer, ma voix tremblante, c'était de la kinésithérapie après mon accident de voiture il y a 2 ans. Je ne peux pas marcher sans aide. Mais ma tante me coupa, son ton dégoulinant de mépris, ne nous mens pas, Chloé. Les yeux de la foule me transperçaient, certains acquiescents, d'autres chuchotant. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope. Chaque mouvement jugé. Maman se tenait près de la table des boissons, son regard fixé sur le sol, comme si m'éviter préserverait la réputation de la famille. Papa, retournant des burgers au barbecue, ne leva même pas les yeux, trop occupé à servir de la bière à un voisin. Leur silence piquait plus que les accusations. Ma meilleure amie, debout à côté de moi, me serra la main, son téléphone subtilement incliné pour capturer la scène. J'essayais de calmer ma respiration, mais le poids de leur méfiance me pressait, m'isolant dans une mer de visages familiers. Ma sœur arpentait, sa voix plus forte maintenant, racontant comment mes factures médicales avaient vidé les économies de nos parents. Elle en profite depuis des années, crachatait-elle, gesticulant sauvagement. Jeanne applaudit comme si c'était une performance, tandis que la caméra de ma tante restait braquée sur moi. Je voulais crier pour leur faire voir la vérité, mais mes mots restaient piégés. Antoine redoubla, insistant, je jure qu'elle avait l'air bien à la clinique. Sa certitude alimentait les murmures de la foule, et j'ai vu quelques proches secouer la tête, leur scepticisme grandissant. Je m'appuyais sur ma béquille restante, mes jointures blanches. L'accident a écrasé ma colonne vertébrale, dis-je plus fort cette fois. La thérapie est la seule raison pour laquelle je peux me tenir debout. Mais ma supplication fut ignorée, noyée par le ricanement de Jeanne et le murmure de ma tante, bien sûr, c'est ce qu'elle dit. Les épaules de maman s'affaissèrent davantage, son silence, un mur entre nous. Papa rit à quelque chose qu'un invité dit, inconscient de la tempête qui se préparait. La prise de ma meilleure amie se resserra, sa force tranquille, la seule chose qui me maintenait. Les accusations continuaient, chacune plus mordante que la précédente.
Ma sœur affirma que j'avais comploté depuis l'accident, que j'avais choisi les béquilles pour culpabiliser nos parents. Ces mots me dépeignaient comme une arnaqueuse, pas une fille se battant pour retrouver sa vie. Le rire de Jeanne retentit de nouveau, et Antoine acquiesça, répétant son histoire de la clinique. Le téléphone de ma tante ne trembla jamais, capturant chacun de mes tressaillements. Je sentais la foule se refermer, leur jugement, suffocant. Je scannais les visages autour de moi, cherchant un allié, une personne qui me croyait. Maman évitait mes yeux, son besoin de maintenir la paix l'emportant sur son rôle de protectrice. Papa jeta un autre burger sur le grill, le dos tourné. Mon ami murmura, « Nous allons arranger ça », sa voix ferme malgré le chaos. Je m'accrochais à ces mots, mais l'isolement était accablant, comme être échoué dans une pièce pleine d'étrangers. La voix de ma sœur monta en crescendo, exigeant que j'admette faire semblant. Ces accusations résonnèrent dans le jardin, attirant plus de regards. J'ouvris la bouche, prête à riposter, quand une ombre bougea à l'orée de la foule. Quelqu'un avait écouté, quelqu'un qui connaissait la vérité. Une présence calme s'avança, prête à tout changer. Une voix coupa la foule, calme mais ferme. Le docteur Étienne Dubois, ami de longue date de mon père et mon kinésithérapeute, s'avança, sa présence imposant le silence. Il posa une main sur l'épaule de ma sœur, ses yeux fermes. Elle ne fait pas semblant. Je peux le prouver, dit-il, ses 6 mots tranchant la tension. Le jardin, quelques instants auparavant cacophonie d'accusations, devint étrangement silencieux. Les proches se figèrent, leurs visages, un mélange de choc et d'incertitude. Ma tante baissa son téléphone, son sourire narquois disparut. Ma cousine Jeanne pressa une main sur sa bouche, son rire précédent réduit au silence. Le docteur Dubois sortit son téléphone, ses mouvements délibérés. J'enregistre les séances de mes patients pour suivre leur progrès, expliqua-t-il, sa voix égale. C'est de mardi. Il tapota l'écran et une vidéo se lança, me montrant dans sa clinique, luttant pour avancer avec mes béquilles. Mes jambes tremblaient, des gouttes de sueur perlaient sur mon front, et chaque pas était un combat. La foule se pencha, les yeux rivés sur les images. La vérité était indéniable. Je ne faisais pas semblant. Le docteur Dubois jeta un coup d'œil au groupe. Si quelqu'un en doute, je fournirai ses dossiers médicaux. Le visage de ma sœur pâlit, sa bravade s'effondrant. J'essayais juste de protéger notre famille, balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Son excuse sonna creux et personne ne répondit. Ma tante se déplaça inconfortablement, rangeant son téléphone. Les yeux de Jeanne se posèrent sur le sol, ses joues rougies. Antoine, qui avait juré m'avoir vu marcher, resta rigide, sa certitude brisée. Le choc de la foule était palpable, leur jugement antérieur remplacé par une culpabilité lourde et tacite. Je fixais la vidéo, une vague de soulagement me submergeant. Pendant des années, j'avais lutté pour prouver ma condition, et maintenant la vérité était mise à nu. Mais le soulagement était teinté de colère. Colère contre ma sœur pour avoir mené cette croisade, contre ma famille, pour l'avoir crue si facilement. Pourquoi avait-il fallu les mots d'un étranger pour qu'il voie ? Ma meilleure amie me serra la main, sa prise féroce. Ils le paieront, murmura-t-elle, sa voix basse mais résolue. J'acquiesçai, la mâchoire serrée, le feu dans ma poitrine grandissant. Le docteur Dubois mit la vidéo en pause, son regard balayant la foule. La blessure de Chloé est réelle, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Sa lésion de la colonne vertébrale nécessite une thérapie continue. Elle s'est battue plus fort que n'importe lequel d'entre vous ne le sait. Ces mots tombèrent comme un verdict et le silence s'épaissit. Ma tante évita mes yeux, son mépris antérieur remplacé par elle malaise. La main de Jeanne tomba de sa bouche, son expression illisible. Ma sœur tenta de parler à nouveau, ses mots s'emmêlant. Je ne voulais blesser personne, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je regardai maman, espérant un signe de soutien, mais elle resta figée, son visage, un masque de honte. Elle était restée silencieuse pour préserver la paix, et maintenant ce silence semblait une trahison. Papa, toujours près du grill, jeta un coup d'œil, son front plissé, mais il ne dit rien. Leur inaction brûlait, un rappel que j'avais été seule dans ce combat.
Le murmure de ma meilleure amie résonna dans mon esprit, alimentant ma détermination. Il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de justice. Le docteur Dubois se tourna vers moi, ses yeux gentils mais fermes. « Vous n'avez pas à rester ici », dit-il doucement. J'acquiesçai, serrant ma béquille, le poids du moment s'installant. La foule s'écarta légèrement, leur visage flou de regret et d'inconfort. Ma sœur tendit la main, tremblante. « Chloé, s'il te plaît », commença-t-elle, mais je secouai la tête, ma voix ferme. « Tu en as assez dit. » Sa main tomba et elle recula, ses yeux brillants. La vidéo avait tout changé, exposant non seulement la cruauté de ma sœur, mais la volonté de la famille de douter de moi. Je me sentais plus légère, libérée de leur scepticisme. Mais la colère persistait, vive et inflexible. Ma meilleure amie resta près, sa présence une force tranquille. Je savais qu'elle avait capturé chaque instant sur son téléphone, des preuves dont nous aurions besoin plus tard. Le silence de la foule me suivit, leur choc un contraste saisissant avec leur moquerie précédente. Le docteur Dubois fit un geste vers le portail, sa voix basse. « Sortons d'ici. » Je fis un pas, ma béquille stable malgré l'herbe inégale. Les visages de ma famille s'estompèrent en arrière-plan, leur jugement n'étant plus mon fardeau. J'étais prête à laisser cela derrière moi. Le docteur Dubois me guida vers sa voiture, Léa juste derrière. Le gravier crissait sous mes béquilles alors que le docteur Dubois m'éloignait du jardin, sa main ferme planant près de mon coude. Ma meilleure amie Léa marchait à mes côtés, ses yeux féroces de loyauté. « Tu n'as pas besoin d'eux, » dit-elle, sa voix douce mais inflexible. Ces mots m'ancrèrent, coupant à travers le chaos de l'après-midi. Derrière nous, les pas de ma sœur se hâtèrent sur l'herbe. « Chloé, attends » appela-t-elle, son ton désespéré. Je m'arrêtai, serrant ma béquille, et me retournai pour lui faire face. Son visage était rouge, ses yeux écarquillés. « J'essayais seulement d'aider maman et papa », dit-elle, ses mots précipités. « Tu sais tout ce que j'ai fait pour eux. » Son excuse semblait une esquive, un bouclier fragile pour ses actions. Je secouai la tête. Ma voix se raffermit malgré la tempête intérieure. « Tu as tort, mais ce n'est pas ta faute. » Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, ses mains retombant mollement. Je me détournai, le poids de ses mots s'estompant alors que je me dirigeais vers la voiture. La foule de parents resta figée, leur confiance antérieure remplacée par l'inconfort. Ma tante Claire serra son téléphone. La vidéo qu'elle avait enregistrée était toujours sauvegardée, une menace silencieuse. Quelques cousins évitèrent mes yeux, leurs visages tendus des malaises. Jeanne et Antoine se tenaient parmi eux, silencieux, leurs accusations antérieures n'étant plus qu'un écho lointain. Le docteur Dubois ouvrit la portière de la voiture, son expression calme mais résolue. « Nous allons vous faire examiner à l'hôpital, » dit-il, sa voix une douce assurance. J'acquiesçai, me glissant sur la banquette arrière, Léa s'installant à côté de moi. Alors que la voiture s'éloignait, je jetai un coup d'œil en arrière vers le jardin. Maman se tenait près de la table des boissons, la tête baissée, plus préoccupée d'éviter le scandale que de me défendre. Papa, toujours près du barbecue, discutait avec un voisin, son rire discordant au milieu de la tension. Leur silence n'était pas seulement de la négligence. C'était un choix qui me blessait plus profondément que les mots de ma sœur. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut court, les lumières de la ville de Paris défilant. Léa se pencha près, sa voix basse. « Clara n'a pas supprimé sa vidéo, mais j'ai la mienne, » dit-elle, tapotant son téléphone. Chaque seconde. Ces mots ont fait naître quelque chose en moi, une détermination que je n'avais pas ressentie auparavant. Ma famille avait ignoré la vérité trop longtemps, rejetant ma lutte comme une ruse. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. À l'hôpital, le docteur Dubois fit un rapide contrôle, confirmant qu'il n'y avait pas de nouvelles blessures suite à ma chute. Sa gentillesse, si différente de l'indifférence de ma famille, me soutenait. Assise dans la salle d'examen, je sortis mon téléphone et cherchai un avocat. Léa parcourut ses contacts, le front plissé. « Je connais quelqu'un, » dit-elle, tapotant un nom. « Maître Sophie Duval. Elle est féroce. Spécialisée dans les droits des personnes handicapées.
Je composais le numéro, ma main ferme. Quand Sophie répondit, sa voix était nette, professionnelle. J'expliquais l'après-midi, les accusations de ma sœur et la vidéo que Léa avait capturée. Sophie écouta, ses questions précises. C'est un cas clair de harcèlement et de diffamation, dit-elle. Nous pouvons déposer une plainte au civil pour dommages émotionnels et financiers. Je raccrochai, ma décision prise. Je le fais, dis-je à Léa, ma voix ferme. Je la poursuis. Elle acquiesça, ses yeux brillants d'approbation. Je serai votre témoin, dit-elle, sa main reposant sur la mienne. Le choix semblait juste, un pas vers la reconquête de ma dignité. Les actions de ma sœur n'étaient pas seulement un moment de colère. Elles étaient un modèle permis par le refus de ma famille de me voir. Le besoin de ma mère de maintenir la paix avait laissé des années de doute s'enquister, son silence, un accord tacite avec les soupçons de ma sœur. L'attitude insouciante de mon père, son attention aux invités plutôt qu'à moi, était une forme de rejet. Je repensais à l'après-midi, au visage de mes proches, à leur empressement à juger. La vidéo de Clara, toujours non supprimée, était un rappel de leur complicité. Le rire de Jeanne, la fausse histoire d'Antoine, ils avaient tous joué un rôle. Mais la vidéo de Léa était mon arme, un enregistrement de la vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer. Je ne me battais plus seulement pour moi-même. Il s'agissait de chaque moment où j'avais été mise en doute, chaque fois où ma douleur avait été qualifiée de mensonge. Le docteur Dubois revint, son presse-papier à la main. « Vous pouvez partir, dit-il, ses yeux gentils, mais allez-y doucement. » Je le remerciai, ma détermination se durcissant. Léa m'aida à me rendre à la voiture, sa présence un rappel constant que je n'étais pas seule. Alors que nous reprenions la route dans la nuit, je sentis un changement en moi. L'après-midi avait exposé les failles de ma famille, mais elle avait aussi allumé quelque chose de nouveau, une détermination à les tenir responsables. Les mots de Sophie résonnaient dans mon esprit, harcèlement, diffamation, dommage. Ce n'étaient pas seulement des termes juridiques. C'était un chemin vers la justice. Ma sœur avait franchi une ligne, et mes parents l'avaient laissé faire. Je ne cherchais pas la vengeance, mais j'avais besoin qu'ils comprennent le coût de leurs actions. Léa me regarda, son expression féroce. Nous y arriverons, dit-elle, sa voix une promesse. J'acquiesçai, mon cœur ferme. Le combat ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, la police frappa à la porte de Sabine. Le détective Marc Leroy se tenait sur le porche, son insigne brillant au soleil parisien. Il interrogea ma sœur sur l'incident du barbecue, citant des accusations d'agression contre une personne handicapée et de propagation de fausseté nuisible. La vidéo que Léa avait enregistrée, maintenant entre les mains de la police, montrait chaque détail, ses accusations, ma chute, les rires de la foule. La voix de Leroy était calme alors qu'il expliquait la gravité des allégations, son carnet rempli de notes de nos déclarations. Le visage de ma sœur, me raconta plus tard Léa, était un masque d'incrédulité, sa confiance habituelle remplacée par un silence tremblant. De retour à mon appartement, je rencontrai maître Sophie Duval, mon avocate. Elle avait déposé une plainte au civil contre ma sœur, demandant une compensation pour le préjudice moral et les pertes financières causées par ses actions. La vidéo est imparable, dit Sophie, ses yeux vifs derrière ses lunettes. Elle prouve l'intention et le préjudice. J'acquiesçai, le poids de ces mots s'installant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de faire en sorte que ma sœur affronte les conséquences de sa cruauté. Sophie exposa les prochaines étapes, découverte, déposition, une éventuelle date d'audience. Le processus semblait intimidant, mais j'étais prête à aller jusqu'au bout. Ce soir-là, mon téléphone vibra avec un appel de maman. Sa voix était tendue, presque suppliante. « Ne poursuis pas ta sœur, Chloé, dit-elle. J'ai peur que cela ne déchire notre famille. » Ces mots piquaient, un rappel de toutes les fois où elle était restée silencieuse, laissant les doutes de ma sœur s'enquister pour éviter les conflits. Je pris une profonde inspiration, ma voix ferme. « Maman, tu as choisi la paix plutôt que moi pendant des années. Je ne peux pas continuer à prétendre que ça va. » Elle resta silencieuse, puis raccrocha, son absence plus forte que n'importe quelle dispute.
Léa est venue plus tard, apportant du café et son soutien inébranlable. Autour de tasses fumantes, elle partagea sa propre histoire. Une fois où sa famille l'avait jugée pour avoir choisi une carrière plutôt que la tradition, la traitant d'égoïste. Ça fait mal, mais on apprend à rester forte, dit-elle, ses yeux fermes. Tu fais ça maintenant. Ces mots me réconfortèrent, un rappel que la force ne consistait pas à ignorer la douleur, mais à l'affronter de front. Je la remerciai, ma détermination grandissant. Elle avait déjà accepté de témoigner, sa vidéo, la pierre angulaire de notre affaire. Mon téléphone afficha des messages de ma tante Claire et de mon cousin Antoine, tous deux me demandant comment j'allais. Leur texte était poli, prudent, mais manquait de toute véritable responsabilité. Je les laissai non lus, refusant de m'engager dans des gestes tièdes. Au lieu de cela, je me jetai à corps perdu dans la kinésithérapie, m'acharnant sur les exercices avec une concentration que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque pas, chaque étirement était une reconquête de mon corps, un défi au doute qui m'avait hanté. Le docteur Dubois le remarqua, son discret acquiescement, une petite victoire. Dans le calme de mes soirées, je commençai un blog. Au début, c'était juste un moyen de digérer l'après-midi, de mettre des mots sur la piqûre d'être incomprise par ma propre famille. J'écrivais sur le moment où je suis tombée, non pas avec honte, mais avec clarté, comment cela avait exposé la fragilité de la confiance. Je décrivais le poids du silence de ma mère, de l'indifférence de mon père, de la rapidité de la foule à juger. Les mots coulaient, bruts et non filtrés, chaque publication un pas vers la guérison. Je ne m'attendais pas à ce que quiconque le lise, mais j'avais l'impression de me décharger d'un fardeau que j'avais porté trop longtemps. Le blog devint mon refuge, un espace où je pouvais être honnête sans crainte. J'écrivis sur le procès, non pas en détail, mais comme un choix de me défendre. Je partageais l'épuisement de la thérapie, les petits triomphes des progrès, la douleur des liens familiaux qui se délitent. Chaque entrée était comme un point de couture réparant les parties de moi qui avaient été déchirées. Léa lisait mes publications, ses commentaires pleins d'encouragement. Tu transformes la douleur en pouvoir, écrivait-elle, et je m'accrochais à cette idée, la laissant me guider. L'enquête sur ma sœur se poursuivait. Le roi m'appelait avec des mises à jour. Il avait interrogé des témoins de l'après-midi, leurs récits concordant avec la vidéo de Léa. Sophie préparait des documents, sa confiance, un ancrage stable. Je gardais mon attention sur la thérapie et la rédaction du blog, qui devenait un rituel de libération. Les messages de ma famille, de Claire, d'Antoine, même de maman, s'estompèrent en arrière-plan. Leurs mots, trop peu, trop tard. Je n'étais plus en colère, pas comme avant. Au lieu de cela, je ressentais une force tranquille, une certitude que j'étais sur la bonne voie. Le procès ne concernait pas seulement ma sœur. Il s'agissait de chaque fois où j'avais été rejetée, chaque doute que j'avais dû dissiper. L'écriture du blog m'aidait à voir cela, transformant mon histoire en quelque chose de plus grand que moi. Je commençais à me sentir entière à nouveau. Non pas à cause de ma famille, mais malgré elle. L'histoire de Léa, sa présence inébranlable, me rappelait que je n'étais pas seule. Le monde était sur le point de voir la vérité. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Les images de Léa se sont répandues sur les plateformes, accumulant des milliers de partages en quelques jours. Des hashtags sur les droits des personnes handicapées ont circulé, avec des commentaires condamnant la cruauté capturée à l'écran. La vie de ma sœur s'est effondrée le plus rapidement. Sa banque, citant des dommages à sa réputation, a mis fin à son emploi, refusant de s'associer à quelqu'un maintenant tristement célèbre pour ses actions. Des amis qui remplissaient autrefois son calendrier social se sont éloignés, leurs SMS et appels se tarissant. Le contre-coup en ligne a été incessant, la dépeignant comme un symbole d'ignorance. Ma tante Claire a fait face à son propre jugement. Les commentateurs se sont concentrés sur son rire dans la vidéo, qualifiant sa complicité de sans cœur. Ses comptes de médias sociaux, autrefois remplis de photos de famille, sont devenus privés, mais les critiques l'ont suivi, s'infiltrant dans ses cercles communautaires. Ma cousine Jeanne, qui avait encouragé ma sœur, m'a envoyé une lettre, son écriture tremblante. « J'ai eu tort de me joindre à vous », a-t-elle écrit, admettant qu'elle avait été emportée par le moment. « J'espère que tu pourras me pardonner.
Ces mots étaient sincères, mais je n'étais pas prête à répondre. La blessure était encore fraîche, et la confiance, une fois brisée, ne se réparait pas facilement. J'ai décliné tous les journalistes qui ont appelé, leurs messages vocaux s'accumulant de demandes d'interview. La lumière n'était pas ce que je voulais. Au lieu de cela, j'ai mis mon énergie dans mon blog, rédigeant des articles sur la vie avec un handicap dans un monde prompt à juger. J'ai écrit sur les petites victoires, géré un nouvel exercice de thérapie, navigué dans un monde non conçu pour les béquilles, et les batailles plus importantes comme affronter une famille qui doutait de ma vérité. Le blog n'était plus seulement pour moi. C'était une voix pour d'autres qui avaient été rejetés. Lors de ma prochaine séance de thérapie, le docteur Dubois m'a salué avec un sourire rare. « Tu es plus forte que jamais », a-t-il dit, notant comment mon équilibre s'était amélioré. Ces éloges ressemblaient à une étape importante, la preuve que ma concentration portait ses fruits. Chaque séance était un pas vers la reconquête de mon corps, un défi tranquille au scepticisme que j'avais enduré. Les progrès physiques reflétaient la clarté que je trouvais en écrivant, chaque publication affûtant mon sens du but. Les lecteurs ont commencé à trouver mon blog, leurs commentaires affluents. Une femme souffrant de douleurs chroniques m'a remercié d'avoir décrit l'épuisement de prouver sa condition. Un homme en fauteuil roulant a partagé comment sa propre famille avait remis en question ses besoins. Leurs mots m'ont profondément touché, me rappelant que je n'étais pas seule. Des étrangers sont devenus une communauté, leurs histoires se mêlant à la mienne. Une lectrice m'a appelé une voix pour les invisibles, et l'expression m'est restée, alimentant mon désir de continuer à écrire. La portée du blog a augmenté, chaque publication partagée par ceux qui se reconnaissaient dans mes mots. L'attention était émouvante, mais elle n'effaçait pas la distance entre moi et ma famille. L'appel de maman résonnait toujours, sa supplication de protéger ma sœur, un rappel de ses priorités. Le silence de papa, son attention aux invités, me semblait un mur que je ne pouvais franchir. Même la lettre de Jeanne, bien qu'honnête, ne pouvait défaire des années de doute. Je ne les détestais pas, mais je n'étais pas prête à reconstruire ce qu'ils avaient brisé. Mon but était maintenant ailleurs, chez les lecteurs qui trouvaient de la force dans mon histoire, dans les séances de thérapie qui me poussaient en avant. Léa, toujours mon ancre, me gardait les pieds sur terre. Elle prenait des nouvelles, apportant des plats à emporter et des histoires pour égayer mon humeur. « Tu construis quelque chose de réel », a-t-elle dit un soir, faisant défiler les commentaires de mon blog. Sa croyance en moi était inébranlable, un contraste avec la famille qui avait faibli. Elle avait fait face à ses propres batailles, me rappelait-elle, et en était ressortie plus forte. Ces mots étaient un guide, m'exhortant à continuer. Le procès avançait. Maître Sophie Duval me tenait informée par des emails clairs. L'enquête du détective Marc Leroy avait recueilli suffisamment de preuves pour étayer les accusations, et l'affaire civile prenait de l'ampleur. Mais le combat juridique me semblait secondaire par rapport au blog, qui était devenu mon véritable champ de bataille. Écrire n'était pas seulement une guérison. C'était un pouvoir, un moyen de remodeler le récit que ma sœur avait essayé de contrôler. Chaque publication était une déclaration que ma voix comptait, que mon handicap n'était pas un mensonge. La tempête en ligne ne montrait aucun signe de ralentissement. Le nom de Sabine est devenu un avertissement, une mise en garde contre le fait de juger ce que l'on ne comprend pas. La réputation de Claire en a pris un coup. Son rire, une marque qu'elle ne pouvait effacer. La lettre de Jeanne restait sans réponse sur mon bureau, une décision que j'affronterais plus tard. Pour l'instant, j'écrivais, je bougeais, je grandissais. Le blog me donnait un but inattendu, un moyen de transformer la douleur en connexion. Je n'étais plus définie par les doutes de ma famille. Quelques mois plus tard, je vis Sabine à la clinique de rééducation. Le bourdonnement familier des appareils de musculation emplissait l'air tandis que j'ajustais mes béquilles, me préparant pour ma séance. Ma sœur se tenait près de la réception, portant un badge de bénévole, ses cheveux tirés en arrière. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, la pièce sembla rapetisser. Elle s'approcha, ses pas hésitants, sa voix basse. « J'essaie de comprendre ce que tu traverses, dit-elle, désignant la clinique. La douleur, le travail. » Ces mots restèrent suspendus entre nous, sincères mais lourds, comme si elle s'attendait à ce qu'il comble le fossé qu'elle avait créé.
Je me regardai, ma prise ferme sur ma béquille. C'est bien, dis-je, mon ton égal. Mais il ne s'agit pas de toi. Sans attendre sa réponse, je me dirigeai vers la salle de thérapie. Ma concentration se déplaçait déjà vers les exercices à venir. Je ne regardais pas en arrière, le poids de sa présence s'estompant à chaque pas. Léa, qui m'avait accompagné, me rattrapa, ses yeux brillants d'approbation. Tu as géré ça parfaitement, dit-elle, sa voix chaleureuse. Son soutien était une force tranquille, un rappel que je n'avais pas besoin de la validation de ma sœur pour avancer. Dans la salle de thérapie, je suivais ma routine. Chaque mouvement un témoignage de ma résilience. Mon blog était devenu une bouée de sauvetage. Ces mots me connectaient à d'autres qui comprenaient mon parcours. Des emails de lecteurs, des personnes handicapées, atteintes de maladies chroniques, de luttes invisibles, affluaient quotidiennement. Une jeune femme écrivit qu'elle cachait sa condition pour éviter d'être jugée. Un ancien combattant partagea comment mes publications lui avaient donné le courage de parler. Leurs histoires se mêlaient à la mienne, créant une tapisserie de force partagée. Je n'étais plus seule. Pas comme je l'avais été autrefois, entourée de ma famille et pourtant invisible. De retour à mon appartement, je trouvai un SMS de maman. « Comment va ta santé, ma chérie ?» Il était écrit, son ton doux mais distant. Je fixai l'écran, le message, un faible écho de connexion. Elle ne m'avait pas de nouveau poussé à abandonner le procès, mais son silence pendant ces années de doute persistait. Je posai le téléphone, laissant le SMS sans réponse. Garder mes distances n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Un choix pour protéger la vie que je construisais. L'absence de ma famille ne me définissait plus. Mes lecteurs, mon écriture, mes progrès le faisaient. Le docteur Dubois remarqua le changement pendant nos séances. Vous vous portez avec confiance, dit-il un après-midi, me regardant naviguer dans un nouvel exercice d'équilibre. Ces mots ne concernaient pas seulement mon corps. Ils reflétaient la certitude que j'avais trouvée dans ma voix. Le blog m'avait donné cela, une plateforme où ma vérité n'avait pas besoin d'être défendue. J'écrivis sur la clinique, sans mentionner ma sœur, mais en me concentrant sur la difficulté de la récupération, les petits triomphes de chaque jour. Les lecteurs répondirent, leurs commentaires un cœur d'encouragement, m'incitant à continuer. Léa se joignait souvent à moi à la clinique, sa présence un réconfort constant. Autour d'un café après une séance, elle sourit, faisant défiler ma dernière publication. « Tu es inarrêtable, dit-elle. » Sa fierté était évidente. Elle avait été là à chaque étape, de l'après-midi au procès, sans jamais faiblir. Sa foi en moi reflétait le soutien que je trouvais en ligne, une communauté qui me voyait pour qui j'étais, pas ce que ma famille supposait. Le procès, toujours en cours, ressemblait à un bruit de fond. Maintenant, Maître Sophie Duval envoyait des mises à jour, ses emails détaillant les dépositions et les preuves, mais ma concentration restait sur l'écriture et la thérapie. Le blog grandissait régulièrement, sa portée s'étendant au-delà de ce que j'avais imaginé. Une lectrice de Lyon m'invita à un groupe de défense des droits des personnes handicapées. Une autre envoya une lettre manuscrite me remerciant de l'avoir fait se sentir vue. Chaque message était une étincelle alimentant mon désir de continuer à partager. Je n'avais pas besoin de la compréhension de ma sœur ni des messages hésitants de ma mère pour me sentir entière. Ma confiance venait de l'intérieur, bâtie sur les mots que j'écrivais et les gens qui les lisaient. La clinique, autrefois un lieu de lutte, devint un symbole de ma force. Chaque séance, la preuve que j'avançais. Le bénévolat de Sabine ne changea rien à cela. Sa tentative de connexion me semblait trop peu, trop tard, un geste qui ne pouvait effacer le passé. Je ne lui souhaitais pas de mal, mais je ne lui devais pas mon temps. Le message de maman restait sans réponse, un rappel que certains ponts restaient brisés, non par rancune, mais par nécessité. Ma vie était pleine, thérapie, écriture, lecteur, Léa. Je me suffisais à moi-même, non pas à cause de ma famille, mais à cause du chemin que j'avais tracé. Le monde s'était ouvert et j'étais prête pour ce qui allait suivre. 1 an plus tard, mon blog a remporté un prix communautaire. L'Alliance parisienne pour le handicap a honoré mon écriture pour sa sensibilisation, sa citation louant son honnêteté brute et son impact. Je me tenais dans un petit auditorium,
serrant une plaque de verre, son poids manquant. Les applaudissements des défenseurs et des alliés se sont sentis comme une étreinte chaleureuse, un contraste frappant avec le silence que j'avais autrefois rencontré de la part de ma famille. Mon parcours, autrefois marqué par le doute et le rejet, m'avait mené ici, à un moment de reconnaissance qui n'était pas seulement le mien, mais partagé avec chaque lecteur qui avait trouvé de la force dans mes mots. De retour à mon appartement, mon téléphone sonna. La voix de maman se fit entendre, hésitante, mais sincère. « Je veux arranger les choses, pas trouver des excuses, dit-elle, ses mots prudents. Viens à une réunion de famille, s'il te plaît. Tu nous manques. » Je mis en pause, l'invitation ravivant des souvenirs de rassemblements remplis de jugements. Jeanne s'était excusée, sa lettre, rejointe par quelques cousins qui m'avaient contacté, leurs regrets étant clairs. Mais les autres, ma sœur, ma tante Claire, la plupart de la famille, restèrent silencieux, leur absence plus forte que n'importe quel geste. J'ai besoin de paix. Pas de réunion remplie de jugements, répondis-je, ma voix ferme. Maman ne discuta pas, son soupir lourd avant qu'elle ne raccroche. Je me tournai vers mon ordinateur portable, le blog ouvert à l'écran. L'écriture était devenue mon refuge, un espace pour défendre les droits des personnes handicapées et partager les vérités que d'autres négligeaient. J'ai publié sur le prix, non pour me vanter, mais pour célébrer la communauté qui m'avait porté, lecteurs, défenseurs, étrangers devenus alliés. Leurs commentaires affluèrent, chacun un rappel que ma voix comptait. Une adolescente atteinte de paralysie cérébrale a écrit que mes publications l'avaient aidée à faire face au regard de ses camarades de classe. Un homme plus âgé a partagé comment mes mots l'avaient poussé à exiger une meilleure accessibilité. Leurs histoires alimentaient ma détermination, un feu qui brûlait plus fort que n'importe quelle réunion de famille ne pourrait le faire. La liberté de vivre authentiquement était nouvelle, exaltante. Je ne portais plus le fardeau de me justifier auprès de ceux qui doutaient de moi. Les accusations de ma sœur, autrefois une blessure vive, s'étaient estompées en une douleur lointaine. Sa tentative de comprendre à la clinique n'avait pas changé mon chemin. Elle l'avait seulement clarifié. L'appel de maman. La lettre de Jeanne. C'étaient des étapes, mais pas suffisantes pour me ramener dans un monde qui m'avait rejeté si longtemps. J'en étais plus forte. Non pas parce que j'avais pardonné, mais parce que je m'étais choisie. La kinésithérapie restait une pierre angulaire, chaque séance, une victoire tranquille. Le docteur Dubois, toujours constant, remarquait mes progrès, notant que mes mouvements portaient une nouvelle aisance. Le blog et la thérapie étaient liés, tous deux des espaces où je me reconstruisais pièce par pièce. L'écriture me donnait de la clarté. La thérapie me donnait de la force. Ensemble, ils m'avaient porté à travers l'épave des liens familiaux vers une vie où je définissais ma valeur. En réfléchissant à mon parcours, je vis le coût de ces liens toxiques. Le barbecue où je suis tombée, les accusations, le silence. Ils avaient été lourds, mais ils avaient aussi été un catalyseur. Couper ces liens n'avait pas été facile, mais cela avait été nécessaire. J'avais autrefois pensé que la famille était tout, que leur approbation était mon encre. Maintenant, je savais mieux. Ma force venait de l'intérieur, de la communauté que j'avais trouvée, de la vérité que j'avais revendiquée. J'étais libre, non pas parce que j'avais gagné leur acceptation, mais parce que je n'en avais plus besoin. Le prix trônait sur mon étagère, un symbole de ce que j'avais construit. Mais la vraie victoire était la vie que je vivais maintenant, une vie de but, de plaidoyer et de vérité sans compromis. J'ai continué à écrire, chaque publication un pas en avant. Chaque lecteur une connexion qui rendait le monde moins solitaire. Léa, ma constante, célébrait avec moi, son rire un rappel des liens qui comptaient. Le procès s'était estompé, son issue moins importante que la voie que j'avais trouvée. Avec le recul, j'ai réalisé que la leçon n'était pas seulement la mienne. Elle était pour quiconque avait été douté, rejeté ou forcé de prouver sa valeur. Ta vérité est suffisante, écrivais-je dans ma dernière publication de l'année. Tu n'as pas besoin de porter le poids du scepticisme des autres. Trouve ta voie, construis ta communauté et lâche ce qui te retient. La force n'est pas de rester, c'est de te choisir toi-même. C'était le cœur de mon histoire. Pas un récit de vengeance, mais de résilience, de trouver la liberté en lâchant prise.
Je fermai mon ordinateur portable, l'écran sombre, mon cœur rempli. Le monde